Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est une information qui circulait sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. C'est désormais officiel. Le président de la République a nommé par décret le secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, Premier ministre par intérim. Ce, en l'absence de Ahmed Bakayoko, soigné depuis février, d'abord en France et actuellement en Allemagne. Le second portefeuille du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, celui de la Défense, est confié au frère cadet du président, Téné Birahima Ouattara, qui avait le portefeuille des affaires présidentielles. Peu d'informations filtrées de sources officielles sur la nature du mal dont souffre Ahmed Bakayoko, évacué en France le 18 février. Donc, pour raison de santé, quelle lecture faire de ces deux différentes nominations dans un contexte aussi particulier que celui de la Côte d'Ivoire? Quel message renvoient ces deux nominations? Y aurait-il un rapport entre le contexte électoral actuel et ces différentes nominations? Enfin, quelle lecture faire à date de la compilation des résultats par la CEI, la Commission électorale indépendante Côte d'Ivoire, nomination de nouveau Premier ministre? Quelle implication tant politique que stratégique? C'est le thème de l'émission du jour, thème retenu donc pour votre plateau décryptage de l'actualité sur le continent africain. Bienvenue à tous. Avec nous aujourd'hui, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Joris. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Lamine Sissé, j'aimerais vous demander déjà, est-ce que, selon vous, c'était normal qu'on nomme un nouveau Premier ministre? Oui, je pense qu'il y a vacances à ce niveau. Si on se rend compte que la santé du Premier ministre Bakayoko, avec toute la charge qu'il a d'ailleurs, Premier ministre, ministre de la Défense. Donc il faut qu'il y ait un responsable ou des responsables. Et quand j'ai regardé de plus près, je me suis rendu compte que c'est Patrick Achi, c'est Achi qui est... Patrick Achi. Qui est le secrétaire, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. De la présidence. On a écrit de la présidence. À la présidence, il y a une nuance. Mais de la présidence de la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il est au fait des dossiers, en fait. Parce que là, c'est celui qui a le secrétariat général de la présidence, c'est que tu es au fait de tous les dossiers. Donc, moi, je pense que c'est l'homme idéal pour remplacer par intérim Bakayoko au niveau de la présidence, c'est-à-dire de la coordination des ministères. Parce que le Premier ministre, en fait, c'est la coordination des ministères. Et quand j'ai regardé également Téné Birahima Ouattara, le frère, il était le ministre des Affaires présidentielles. Mais il est chargé, n'est-ce pas, de la garde républicaine, des problèmes de sécurité militaire, tout ça là. Tout ça est dans sa main, quoi. Donc c'était un proche collaborateur également de Bakayoko. Donc moi je trouve une cohérence et une logique pour que l'État continue, qu'il y ait des intérims à ce niveau. Cohérence et logique dans ces choix-là, Emile Guérin? Oui, en ce qui concerne les choix, je pense qu'il y a la cohérence, absolument. Et c'est la période dans laquelle ce changement se fait qui agite un peu l'opinion publique ivoirienne et africaine, d'ailleurs, où on se demande comment va lancer un Premier ministre, Ahmed Bakayoko, parce que le week-end dernier, le président Ouattara était en France. Et il a rendu visite, il s'est rendu au chevet de Bakayoko, qui est hospitalisé depuis le 18 février dernier à Paris, à l'hôpital américain de Paris. Le dimanche dernier, il a été évacué
en Allemagne, à Fribourg, à Berlin. Ce qui dénote s'il y a changement aujourd'hui, s'il est remplacé au poste, ça veut dire que, d'ailleurs, le président Ouattara lui-même l'a dit, que compte tenu de son état de santé, il va falloir qu'il reste encore un peu plus de temps à l'hôpital. Donc, son état est très préoccupant, voire inquiétante. C'est pourquoi le président Ouattara a dû, puisque lui, il a été le voir à l'hôpital. Donc s'il fait son remplacement aujourd'hui, je crois que c'est dans la logique des choses, compte tenu de l'état de santé. Et les personnes qu'il a choisies, on va en parler tout à l'heure, ce ne sont pas des personnes anodines. Ils étaient dans l'appareil d'État il y a très longtemps. Et l'autre, qui est le frère, il est pratiquement le caleçon de Ouattara, à chantier dans le couloir. Et il a autorité sur la garde de sécurité du président de la République, J.S. Pierre, ainsi que la garde. C'est d'ailleurs lui le vrai patron du renseignement en Côte d'Ivoire. Et Patrick Kachi, qui a connu Ouattara depuis les années 2000, ils se sont retrouvés en 2010 quand les deux étaient reclus à l'hôtel du Golfe. Et donc Ouattara avait été séduit par le profil technocrate de Patrick Kachi. Et donc, il a reconduit à son poste de ministre des Infrastructures et le porte-parole là, c'est lui qui avait depuis Gbagbo. Donc, il a reconduit à ce poste. Il faut rappeler qu'il était PDCI, Patrick Kachi, avant de devenir. C'est lui, d'ailleurs, on le traite souvent de modéré. C'est lui qui essaye de négocier le retour de Henri Konan Bédié au sein du RHDP. Mais ça n'a pas marché. Ils ont créé une aile dissidente. PDCI Renaissance, avec beaucoup d'autres ministres. Tout à fait. Voilà, donc il n'est pas nouveau dans le système. Et en tant qu'ancien secrétaire général, d'ailleurs ministre d'État, secrétaire général à la présidence, et je crois qu'il connaît bien le système, le circuit. Comme Premier ministre aujourd'hui, c'est dans l'ordre normal des choses. Oui. Alors, est-ce que l'ordre de succession est en train d'être bouleversé en Côte d'Ivoire aujourd'hui? On voyait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, pourquoi pas dans la peau de celui qui pourrait être appelé à diriger la Côte d'Ivoire si les cartes étaient rebattues, aussi bien politiquement que stratégiquement, de par son influence, de par, je dirais, sa stature, de par tout ce qu'il fait, aussi bien au niveau... on sait qu'il est maire, on sait qu'il est député, on sait qu'il est ministre d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, ces changements-là sont en train, je vais le demander peut-être autrement, d'écarter quelque peu Ahmed Bakayoko de la scène politique ivoirienne? Non, tu sais, par anticipation, on ne peut pas, à 5 ans des élections, penser que celui qui est à la tête, c'est celui qui va remplacer forcément le président de la République. Souvent, ceux qu'on met au sommet, ce n'est pas eux qui remplacent. Souvent, c'est ce que j'ai vu. Donc, moi, je pense que quand on est dans le cadre de la RHDP, le Rassemblement des hauts-fétistes pour la démocratie, etc. Et la paix. Je crois que si, dans ce contexte-là, il y a les partis qui composent RHDP, alors il ne faut pas paraître comme si c'est RDR seulement qui doit être au pouvoir. Je pense que dans cette dynamique-là, on peut pas, moi je ne peux pas dire que c'est Bakayoko qui doit forcément remplacer, parce qu'on a dit Gon Coulibaly. Gon Coulibaly, on l'avait choisi, paix à son âme. On l'avait choisi parce que ça fait 30 ans de compagnonnage avec le président Ouattara. Alors, ça ne veut pas dire forcément que Bakayoko va être choisi par le parti pour remplacer le président. Ça peut être Haché aussi, parce que c'est une des compétences avérées. Donc si par exemple on est dans une dynamique dire que le parti n'a pas, c'est-à-dire que le parti est dirigé pas par la volonté de Alassane Ouattara, mais dirigé par la volonté des militants. S'il y a une démocratie interne dans un parti, on ne peut pas en avance dire que c'est celui-là qui va remplacer, si tant est que c'est le jeu démocratique qui doit pouvoir désigner. Si tant est que c'est les préliminaires au sein du parti qui doivent désigner. Mais on a dit par ailleurs, Gon Coulibaly a été le choix, n'est-ce pas, du président Ouattara. Peut-être que c'est lié
à 30 ans de compagnonnage. Parce que 30 ans ensemble avec une personne, tout est fidélisé et qu'on n'a plus de crainte. Donc je ne peux pas, moi, pour le moment, envisager cela, d'autant plus que Bakayoko, je crois qu'il doit être longuement suivi. C'est pourquoi Ouattara a compris que la guérison n'est pas automatique. Il fallait prendre les dispositions pour que l'État continue, parce que l'État appartient au peuple ivoirien, ça n'appartient pas à un groupe. Donc il faut que l'État fonctionne. Le timing, les gens parlent du timing. Moi, je ne parle pas du timing. Il faut que l'État bouge. Parce que la fonction du Premier ministre, Alassane Ouattara, il est âgé. S'il n'a pas un Premier ministre dynamique, qu'on l'aide dans son travail, c'est compliqué. Alors, la défense, c'est quelque chose de très stratégique. Donc, il faut responsabiliser les gens. Je crois qu'il est dans la dynamique de faire avancer les choses et que nul n'est indispensable à ce niveau-là. Ces choix-là ne sont-ils pas ou ne peuvent-ils pas être aussi interprétés comme la prochaine succession à la tête de l'État ivoirien? C'est possible. C'est possible parce que Ouattara sait qu'il ce sera difficile pour lui de briguer un 4e mandat. Et donc, il va falloir qu'il prépare sa succession. Et cette succession ne peut qu'être quelqu'un de très proche, comme son frère, comme Patrick Hachi. Mais compte tenu de la durée, du temps passé ensemble, je crois que son frère est beaucoup plus proche de lui et beaucoup plus confiant. Et c'est plutôt beaucoup plus le choix de Madame la Première Dame. Et c'est très important. Elle compte beaucoup dans les grandes décisions. Mon cher ami Lamine semble ne pas bien connaître Ouattara. Vous savez bien comment il fonctionne. C'est le RDR qui est le RHTP. Il ne faut pas que vous l'airez. C'est lui qui tient le parti. Et c'est ça qui a fait que le PDC n'a pas voulu se fondre dans le RHTP. C'est la querelle, ça. Et donc, le timing est important. Pourquoi? Nous avons connu le même schéma l'année dernière, quand, qui vous souvient, en avril, le père à son âme, l'ancien Premier ministre Amadou Koulibaly, était hospitalisé, opéré à Paris. Il n'a pas été remplacé. Il est rentré d'avril à juillet. Il est rentré avant de décéder. C'est quand même, il y a seulement 1 an. Alassane Ouattara, avec 75 ans, aujourd'hui 76 ans, beaucoup de choses n'ont pas changé. Et il a bien voulu briguer un 3e mandat, il n'était pas obligé. Ça veut dire qu'il a su la fonction, évidemment. Donc, du février à aujourd'hui, même pas encore 1 mois, il est remplacé. Cela veut dire simplement que l'état de santé de Bakayoko est préoccupant. Absolument, c'est ça. C'est pas qu'il a envie de le remplacer. Pas du tout. Il n'a pas fait 1 mois. On a connu des ministres qui sont allés se faire soigner pendant 2, 3, 4 mois, ils ne sont pas remplacés. Et je suis d'accord que ces 2 postes sont stratégiques, mais moins de mois, il y a encore rien d'inquiétant. Son vice-président pouvait l'aider quand même. Ce n'est pas grave. Maintenant, voir parmi les 2, le prochain successeur, bon, c'est vrai que comme Bakayoko, Hachi aussi se défend pour dire qu'il n'a pas cette ambition et qu'il verra bien. Cela dépend du bon vouloir du père Ouattara. S'il décide de choisir Hachi comme son successeur, ce sera fait. Il n'a rien à faire. S'il décide de choisir son frère, ce qui est fort probable, parce qu'il a beaucoup plus confiance en lui que toute autre personne. Donc, Bakayoko n'est pas évincé parce que Ouattara a envie de l'enlever de là. C'est exclusivement son état de santé. Et vous vous souvenez que d'ailleurs, il a subi il a été atteint du Covid-19 à 2 reprises, déjà. Ensuite, il a pris une crise atroce de paludisme. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il va en France se faire soigner. Ça veut dire seulement que ces derniers temps, il y a une dégradation subite, brutale de sa santé, qu'il a fait partie, et puis il a été hospitalisé. Seulement dimanche dernier, on le voit aller en Allemagne, et le lendemain, on le change. Ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à sa santé. Et c'est ce qui... Il y a beaucoup de spéculations. Son prédécesseur a vécu pratiquement la même chose. Lui aussi, il est en train de vivre pratiquement. Il n'est pas encore mort, pas du tout. Donc on lui souhaite prompt rétablissement pour qu'il revienne. Il a été d'ailleurs élu au cours de ces élections. Donc on attend de voir l'évolution de son état de santé. Le poste de Premier ministre est-il un poste difficile C'est-à-dire en Côte d'Ivoire?
Non, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Non, mais ça fait quand même deux premiers ministres coup sur coup qui ont des problèmes sérieux de santé qui sont obligés d'être... Ça peut être une coïncidence. Hein? Personne, quand vous faites le diagnostic de tous ces dirigeants-là, ils sont tous malades. Parce qu'ils sont dans l'opulence, ils sont tous malades quand tu fais. Mais ils sont en train de gérer ça. Une personne à partir de 60-70 ans, tu es sous médicaments souvent. Donc voilà, un peu. Mais ce que je voudrais dire est que ils ne sont pas. Le Bakayoko n'est pas remplacé, c'est par intérim. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la nuance. S'il n'est pas là où on dit qu'ils sont confirmés dans leur fonction, c'est qu'il est remplacé. Il n'est pas encore remplacé. Ils occupent le poste par intérim. Et je trouve que c'est stratégique. Les collaborateurs les plus patentés de Bakayoko, ce sont eux qui ont partagé ce grand ministère-là en deux. L'autre assure la défense, l'autre assure la primature. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la coordination gouvernementale. Ici, on avait vu ça avec voilà, c'est la coordination gouvernementale. C'est-à-dire que tu coordonnes les ministères pour faciliter le travail au président de la République. C'est une charge énorme. Maintenant, vous êtes en train de me dire que PDCI, c'est ce qui est RHDP. Non, je dis non. Je dis non, parce que statutairement, c'est pas ça. Si vous avez une idée de cela, Patrick Hachi, vous-même, vous avez dit que c'était un PDCI. C'était un PDCI. Mais il ne porte plus le casquette de PDCI ni de RDR, il porte le casquette de RHDP. Donc RHDP est une réalité. Maintenant, le problème est qu'entre Konan Bédié et Alassane Ouattara, ils n'ont pas bien fait leur lien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un accord. L'accord, tu seras président, après quand tu vas finir là, c'est moi qui vais choisir un autre qui va être président. Donc il n'y a pas une fusion. Pourquoi toi? En dehors de quoi? Ce qui dit que PDCI et RHDP ne sont jamais. Et PDCI et RDR, il n'y a jamais eu de fusion en réalité. La fusion est liée à un accord. Quand Alassane Ouattara dit non, lui il est sorti. Tu dois être président. Quand tu finis après, celui qui va être prochainement président, je vais choisir. Tu vas chercher ça où? Dans RHDP ou dans PDCI? Où est l'accord finalement? Donc c'était un marché de dupes. C'était pas sérieux. C'est ce que j'ai dit. Mais maintenant, le RHDP, c'est pourquoi il y a l'aile PDCI qui est créée parallèlement pour accompagner, pour joindre ensuite la RHDP. RHDP n'est pas non plus PDCI et RDS seulement. Il y a d'autres partis. Il y a d'autres partis parce que Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, ça ne veut pas dire que c'est PDCI et RDR. Non. C'est tous les oufettistes. Il y a la société civile qui ont laissé le casquette de société civile. Il y a comment dirais-je, le militant lambda qui n'a jamais milité dans un parti politique qui dit bon, si c'est ça, moi je rallie. Mais si on veut réduire ça à PDCI, RDR, c'est une mauvaise lecture, à mon humble avis. Alors, c'est pourquoi j'ai dit l'environnement politique ivoirien ne peut pas être bipolaire, ne peut pas être seulement RD. Alors, vous avez parlé de la relève, c'est vrai. Nous sommes à l'heure de la relève. Ce n'est même pas le PDCI qui doit créer la relève. C'est forcé. La relève est forcée dans tous les partis. Le PDCI, dans 5 ans, Konan Bédié ne peut plus être candidat, c'est pas possible. Dans 5 ans, Gbagbo ne peut plus être candidat de FPI. Il faut absolument une nouvelle classe politique formée au niveau de ces partis-là, qui ont une ambition, qui ont peut-être la vision de gouverner autrement, qui doivent remplacer ces ténors-là qui sont là depuis l'indépendance. Ça suffit, depuis l'indépendance. Donc le renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire s'impose. Et d'ailleurs, c'est ce que Alassane Ouattara a toujours dit. Nous allons tous partir, il faut que nous partions tous. Parce que moi, je suis âgé et puis mes aînés là, les autres sont mes aînés là. Donc il faut que nous partions tous et laisser une nouvelle classe politique. Peut-être que là, il vaut mieux s'entendre dans la gouvernance. Ils ne vont pas créer les conditions de guerre, etc. etc. Voilà. Déjà, est-ce que le RHDP, c'est effectivement plusieurs partis politiques aujourd'hui, selon vous? Évidemment, sur papier.
Mais c'est ça. Monsieur Lamine Cissé, je vais vous dire, en 2010, lors des élections présidentielles qui a vu dégager Laurent Gbagbo, le RDR et le PCI se sont mis ensemble. C'est ensemble avec Henri Konan Bédié qu'ils ont décidé. Le RHDP veut dire quoi? Rassemblement des eaux-fouettistes. Il faut avoir le mot eaux-fouettiste. Ah ouais. Et le PDC se réclame des Doufou-Boaïn. C'est les premiers d'abord. C'est les héritiers légitimes d'abord. Et ils estiment d'abord que Ouattara est un usurpateur. C'est ça la vraie question. Vous avez donc effectivement c'est plusieurs partis et associations, mouvements qui sont mis ensemble pour créer le RHDP. Mais le plan établi dans leur accord, c'était de fusionner les deux partis contre Gbagbo. Et ils sont allés aux élections. Bon, ils ont gagné, d'accord. Quand Ouattara a pris le pouvoir, il n'a plus respecté son accord parce que après ces 2 mandats, ce devrait être un candidat du PDCI qui allait être finalement à partir du moment où je m'entends avec quelqu'un pour rester ensemble, pour fusionner, pour créer un autre ensemble, et que cette personne ne respecte pas sa parole, comme il a toujours fait Ouattara. Ouattara est le réel problème de la Côte d'Ivoire. Nous allons en parler. C'est le réel problème depuis 1993. C'est le problème, c'est l'épine de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Et donc, il n'a pas respecté sa parole. Lorsque vous faites des accords, mais c'est grave. Il a dit, dans ce pays, je ne supplierai pas un 3e mandat. Et le président Macron l'a félicité. Vous vous rappelez? Tout à fait. Le président Macron l'a félicité. Le week-end dernier, les deux ont dîné ensemble pendant 2 heures. Ça veut dire quoi? Quel est le message qu'on est en train d'adresser à la jeune génération qui va prendre la relève? Qu'il faut penser comme politique, ne respectons pas la parole donnée. Et moi, ça me pose un énorme problème d'éthique. Il faut respecter sa parole. Et vous parlez de relève. Ça veut dire qu'à part Amadou Koulibaly, Ouattara, lui, qui était dans la vie politique ivoirienne depuis plus de 25 ans, n'a jamais préparé une relève. Un parti, RHDP, dont vous faites l'éloge, composé de tout le monde, est incapable de trouver un candidat, à part Alassane Dramane Ouattara, qui a promis je ne ferai pas un 3e mandat. Et qui a été félicité par toutes les chancelleries, revient sur sa décision parce que son poulain est décédé. Et vous trouvez que oui, il ne dirige pas ce parti. Mais dans la réalité, c'est lui qui dirige le parti. Les élections qui se sont déroulées récemment, le samedi dernier, presque tous les ministres, il y a 30 ministres qui sont candidats, maires et députés. Il y a 20 qui, déjà d'office, selon les résultats provisoires, sont déjà élus. Peut-être qu'on aura le temps de parler un peu des élections. C'était très important parce que c'est une élection inédite en Côte d'Ivoire. Cela ne s'est encore jamais produit depuis 25 ans. Cette élection où on voit, vous avez parlé de bipolarité de la classe politique ivoirienne. Qu'on le veuille ou non, c'est ça où je voudrais en venir, monsieur Lamine Cissé. Il y a des choses naturelles qui se font, sans loi, sans obligation. Qu'on le veuille ou non, il n'y a que 3 partis réellement qui sont en tête. À cause de ces grands ténors, le RHDP aujourd'hui, le PDCI RDA et les pro-Gbagbo qui se sont réunis ensemble pour créer le EDS. Bon voilà. Pour la démocratie et la oui. solidarité. Et à partir de Ouattara même l'a dit, il était très content que les pro-Gbagbo décident de participer à ces élections. Parce que depuis 2000, en 2000, le RDR a refusé de participer aux élections législatives. 2000, ok? En 2010, le FPI a refusé de participer aux élections parce qu'ils estiment que Ouattara a usurpé le pouvoir de Gbagbo. 2016, 2020, 2020, toute l'opposition a refusé de participer aux élections. Donc c'est la première élection en Côte d'Ivoire depuis 25 ans où on a vu tous les grands ténors participer à cette élection. Qu'ils ont raison ou pas, je pense que l'opposition même est désorganisée comme la plupart de l'opposition africaine. Donc, M. Ouattara, M. Lamine Cissé, Ouattara tient bien son parti, et très bien même, et ne laissera jamais un autre mouvement ou parti intégrant
le RHDP lui ravit la vedette. Donc ne vous leurrez pas, ne soyez pas naïf, monsieur Lamine Cissé, c'est Ouattara qui dirige le RHDP et très bien. Comme partout en Afrique. Dites-moi, le bloc républicain et l'UP au Bénin, qui les dirige? Mais la réalité est là. Nous avons parlé la dernière fois du Niger. Qui dirige? C'est eux, ils se foutent. Mais c'est la réalité qui est là. Moi, ce qui me gêne dans ces hommes politiques, quand vous donnez une parole, vous voulez préparer, vous voulez léguer quoi? Quel est le legs éthique, moral et politique que vous voulez laisser à la génération? Quand vous parlez devant la face du monde pour dire je ne serai pas candidat à un troisième mandat, c'est terminé. D'abord, à l'entame de cette révision, même des proches de Ouattara avaient déjà dit que c'était impossible. Quand le moment est venu pour lui de se planter, rapidement on a fait une autre interprétation de la loi. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et je vous ai dit, vous avez demandé pourquoi Ouattara est le problème. En 1993, quand il était devenu Premier ministre, sur proposition de sa femme actuelle, et ça vous le savez, à la mort de Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, comment il peut prétendre le remplacer alors que la Constitution a prévu que ce soit le président de l'Assemblée qui prenne la succession? Et c'est là la guerre a commencé. Il n'a pas attendu que les élections arrivent. Et si l'autre vient, Konan Bédi vient, s'il est censé travailler avec ses proches, comme Ouattara est en train de le faire. Tous les présidents, même Hollande l'a fait, des camarades de classe, des anciens avec qui on a été à l'école, qu'on connaît depuis des années, c'est eux qu'on appelle pour diriger, parce qu'il faut diriger avec des personnes en qui on a confiance. C'est comme ça, et c'est normal d'ailleurs. Et donc, M. Ouattara n'a pas voulu laisser le pouvoir. Il a créé toutes les ennuis. Et comme c'est souvent le cas au Bénin, c'est ça, je voulais appeler la génération, à faire attention à qui nous suivons. Vous savez, ces élections, des familles, des gens sont encore en prison. Des jeunes qu'on a arrêtés au domicile de Bédier sont encore en prison à l'heure où je vous parle. Et les familles pleurent aujourd'hui. Ils demandent qu'on les libère. Mais on a libéré les opposants, les leaders opposants. Eux sont libres. C'est ça, les gens que nous suivons. Et quelqu'un que vous aviez critiqué, décrié, qu'il est illégitime, illégal, il ne devait pas se présenter. Bon, il vous appelle, il a envoyé 2 passeports à Gbagbo, paf, il est content, il est aux anges, il veut rentrer chez lui. Mais je vous dis, c'est une paix, pour moi, je ne vois pas cette paix, cet apaisement solide, ça va rejaillir, il y aura des rebondissements dès que Gbagbo va remettre pied à Abidjan. Je ne dis pas qu'il ne doit pas rentrer, il va rentrer. Mais toute cette classe politique, ils sont tous du système et ils nèvent la jeunesse africaine. C'est ça le problème de Ouattara. Et vous avez vu comment il a dirigé Gbagbo avec la France. 13 000 morts, assis sur du sang, un fauteuil sanglant. Présidentiel sanglant. C'est ça la réalité. Les chiffres officiels parlent de 3 000 morts. Toutes les violences qu'il y a, même si c'est 3 000 morts, même si c'est 2 morts, il y a eu en mars 2019 ici, à peine 3 ou 2, et nous crions. Vous avez raison. Nous crions. Donc même si c'est une seule personne, c'est quand même une vie. Vous voyez, les dernières élections, 87 morts. Ça, c'est le chiffre officiel. 87 morts pour rester au pouvoir. C'est ça, c'est là qu'il est question. C'est Ouattara le vrai problème. Alors, moi, je crois que je vais prendre totalement le contre-pied de ces analyses. Allez-y. Je peux être d'accord sur certains points, la manière dont nos partis sont dirigés en Afrique. Ça, nous le décrions parce que c'est dénué de toute démocratie, d'autant plus que c'est un homme qui vient avec son argent et qui s'impose. Ce qui veut dire que c'est ce qui reflète au sommet de l'État, la manière dont on dirige le pays. Mais on ne peut pas voir la Côte d'Ivoire dire que le responsable de tous les problèmes, c'est un homme. C'est pas possible, ça. Cette analyse-là est totalement fausse. Et je vous dis que c'est totalement faux. Les causes profondes des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara. Au contraire, il a été victime. Victime. Et avec lui, d'autres ont été victimes. Vous avez dit 93. J'aurais compris qu'ils prennent l'armée pour diriger le pays. Mais vous avez dit la loi a dit c'est le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale qui doit diriger. Mais c'est le président de l'Assemblée nationale qui a dirigé. Mais quand il a dirigé, il a fait quoi? Il a exclu tous les autres partis, y compris FPI. Il les a exclus. Les gens sont allés en exil. Bédié. Il a amené le concept d'ivoirité. Pourquoi vous n'en parlez pas? Le concept d'ivoirité est un élément destructeur. Parce qu'elle pouvait être un élément fédérateur, ce concept-là, si ce concept-là a été bien conçu et bien ordonné.
Mais c'est un concept qui est venu pour exclure une certaine classe, une certaine société, diviser les populations. Quelqu'un ne t'a pas collé à chanter. Mon pays va mal. Même nos mamans, au marché sont divisés. Ils sont divisés quoi? C'est Alassane Ouattara ou c'est des lois créées pour exclure sur le fichier national des Ivoiriens qui, depuis 1945, avant l'indépendance, sont là. C'est Alassane Ouattara qui a dit aux Ivoiriens d'aller chasser les Burkinabés dans les plantations, dans leurs plantations qu'ils ont héritées de leur grand-père depuis 100 ans, 200 ans, pour les chasser parce qu'ils ont un nom à consonance burkinabé. On les chasse, on les tue. C'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Ou bien c'est une nouvelle classe de dirigeants qui veut créer l'exclusion. Attention, quand vous analysez un conflit dans un pays, n'analysez pas les effets, il faut analyser les causes. Moi, c'est les causes qui m'intéressent. C'est pourquoi Alassane Ouattara, du point de vue panafricanisme, etc., je ne suis pas avec lui. Parce que lui, pour moi, c'est un impérialiste, un néocolonialiste qui est venu. Il n'est pas venu pour relever le pays. Mais dans le cadre ivoirien, quand je vais l'analyser dans le cadre ivoirien, je dis qu'il a été victime que tant d'autres. Alors, quand Bédié est parti, et on sait comment il est parti, Gbagbo est venu. On sait comment Gbagbo est venu également. Alassane Ouattara a fait quoi? Quand Gbagbo est venu, il a renforcé cette loi-là. Et où les chanteurs ont chanté. Pour être ivoirien, il faut être de père et de mère ivoirien. Ensuite, ou de grand-père ou de grand-mère ivoirien. Mais qu'est-ce que cela a amené? Ça a amené des frustrations. Les gens ont vu leur carte d'identité nationale qui était là, qui ne savaient. C'est-à-dire depuis leur grand-père, ils ne sont plus sur le fichier national. Pourquoi vous ne parlez pas de cela? Ce sont les causes profondes de la division. C'est ce qui a créé la rébellion. Quand Guillaume Soro créé la rébellion, le MPCI, Guillaume Soro était le secrétaire général du MPCI, qu'est-ce qu'il disait? Et qu'est-ce qu'il disait? Quelles sont les causes qu'il a fait? Il dit, on ne peut pas exclure une partie des Ivoiriens de leur nationalité. Il n'est pas d'accord, mais voilà le fondement qui a fait qu'il a pris. Et nous, en tant que citoyens de l'Afrique de l'Ouest, on était d'accord avec lui. Parce que qui dit que qui va dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout le nord, jusqu'au Burkina Faso, c'est l'empire du Mandeng. C'est le grand empire du Mandeng. Toute l'Afrique de l'Ouest était contrôlée par un seul roi. Si les Blancs viennent nous diviser et que nous, dans notre tête, on a une division ethnique, division religieuse dans notre tête, c'est la faute à qui? Au peuple ou aux dirigeants? Au moment où cette rébellion-là, c'est cette rébellion-là qui s'est levée pour dégager Gbagbo. Donc il y avait l'aile armée, il y avait l'aile politique, combinée à la fois contre Gbagbo, parce que Gbagbo, en fait, il avait suscité l'espoir des Africains. Parce qu'il s'est battu dans le combat panafricain. C'est comme le président guinéen qui a suscité l'espoir des Africains. Mais quand ils sont montés au pouvoir, ils sont devenus comment? Vous dites la parole. Gbagbo a respecté quel accord? Vous allez vous signer, il part à Abidjan, il fait autre chose. Gbagbo n'a jamais respecté son accord. J'ai dit c'est lui. La branche, la racine, le tronc de la solidarité a vacillé dans la main de Gbagbo. Il avait toute la puissance publique, il pouvait éviter beaucoup de choses, il ne l'a pas fait. Cette rébellion-là, quand ils avançaient sur Abidjan, là, qui a arrêté ça? C'est la France, c'est l'armée française. Ils ont négocié. En ce moment, Blaise Compaoré, il est là, il vit. Quand on chassait les Burkinabés, des milliers qui fuyaient au Burkina Faso, parce qu'ils ne savent même pas où ils vont aller au Burkina Faso, parce qu'ils ont seulement un nom, ou Ouedraogo, ou etc., etc. Alors qu'ils ont acquis de la sueur de leur front, leur terre, là, par leur grand-père. On va construire la CEDEAO dans ce contexte-là. On va être des panafricains dans ce contexte-là. C'est pas sérieux. C'est ça la cause. Celui qui ne fait pas ces analyses-là, pour voir qu'est-ce qui a déclenché cette division socio-culturelle et économique à la base, vous voulez superficiellement faire des analyses des effets. Moi, je ne suis pas dans les effets, je suis dans les causes. Et quand je suis dans les causes, je dis je situe les responsabilités. Alors,
C'est pourquoi l'opinion internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde est venu au secours de la Côte d'Ivoire pour dire plus jamais ça. Mais malgré cela, quand ils ont eu des accords pour organiser les élections, et ces élections-là, les accords sont clairs. Les Nations Unies, c'est lui qui doit cautionner tous les procès-verbaux, c'est lui qui doit faire la compilation, etc., etc. Quand tout a été fait, RADSP et le PDCI et RDR se sont mis ensemble contre Gbagbo. Au deuxième tour, il a été battu. Il n'a pas reconnu les résultats. Le monde entier lui a dit on t'a gagné, il a refusé. Le monde entier. Il n'y a pas un seul pays, aucune institution. Si moi j'étais mu par le patriotisme, j'allais dire, comme vous avez dit, j'ai gagné, ça va. Je ne vais pas aller à la confrontation et à la guerre. D'autant plus que j'ai fait 10 ans sans élection. Alors, si tu voulais porter tout ce chapeau-là à Alassane Ouattara, c'est que vraiment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de coupable, quoi. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'acteur qui a travaillé à faire vaciller la Côte d'Ivoire. Le gars, on a dit qu'il n'est pas ivoirien. D'abord, lui. Quand je dis qu'il est victime, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Cela a été entretenu. Il a été combattu. Avec lui, tous ceux qui, les musulmans, ceux qui portent les boubous là, ceux qui sont Touré, Bagayogo, Traoré, etc., sont mal vus en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, j'ai fait des enquêtes en Côte d'Ivoire. Je suis allé en tant que société civile. J'ai fait 3 mois, des enquêtes profondes sur la situation de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai les rapports, je peux te les remettre. Mais c'est catastrophique. Avant qu'on en arrive là, ce qui se passait, c'était catastrophique. C'était une exclusion totale ethnique. Et c'est entretenu par une certaine politique. Ce qui n'existait pas au temps de Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, certains dénoncent encore cette exclusion-là. Non, elle n'est pas aussi accentuée. Vous savez, le monde évolue. Elle n'est pas aussi accentuée qu'autant. Parce que quand l'État n'entretient pas cela... Vous m'avez dit tout à l'heure, là, qu'est-ce qui est, comment dire, le Premier ministre aujourd'hui? C'est Hachi. C'est Patrick Hachi qui est le Premier ministre aujourd'hui. Mais c'est pas un Djoula, hein? C'est un PDCI aussi, ancien PDCI, mais il est mu par la stabilité et l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas ces mentalités aujourd'hui. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un éternel recommencement. Nous allons évoluer un peu dans le débat. Il y a une question que j'aimerais poser. Ministre chargé des Affaires présidentielles, aujourd'hui ministre en charge de la Défense, petit frère du chef de l'État. Déjà, est-ce que, selon vous, c'est sain qu'un membre d'une famille, d'un chef d'État puisse être appelé à exercer des fonctions aussi hautes? Oui, monsieur Juarez, je vous supplie de m'accorder quelques secondes pour venir sur cette constat. Très rapidement. Monsieur Lamine Cissé, vous faites de l'ossimore. C'est-à-dire vous êtes en pleine contradiction. Vous dites que vous êtes panafricain. Et qu'en tant que panafricain, vous n'adulez pas Alassane Dramane Ouattara. Mais il est le meilleur dirigeant en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez dire ça? Parce que vous ne connaissez pas les implications politiques. On peut être bon pour son pays. Houphouët-Boigny a été bon pour son pays, mais il n'a pas été bon pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est lui qui a divisé tous les regroupements. C'est ça que je veux te faire. Nous allons écouter. Houphouët-Boigny est un homme de paix, etc. mais bon pour la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas bon pour l'Afrique de l'Ouest. Merci de me laisser la place. C'est lui qui a démantelé tous les regroupements. Il faut interroger l'histoire. Lamine Cissé, nous avons écouté religieusement. Laissez Monsieur Guérin continuer. Allez-y. Quand je disais que Ouattara était le réel problème de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit qu'il était le seul. J'ai parlé du Gbagbo tout à l'heure, de ses erreurs immenses, de ces grandes erreurs qu'il a commises. J'ai parlé du Coran Bédier qui a surfé sur la misère de la jeunesse, qui a sacrifié les jeunes, qui sont encore en prison aujourd'hui. Et c'est en cela que je dis à la jeunesse, sachez qui vous suivez. Moi, je suis pacifiste, je suis anti-violence, quelle que soit la violence. Donc pour moi, il n'y a pas de raison parce que Ouattara a été exclu. Vous avez écouté Guillaume Soro? Pourquoi il y a rupture? Parce que Ouattara n'a pas respecté sa parole avec lui. C'est ce qu'il dit, Guillaume Soro. Et il a avoué, il a été demandé pardon à Gbagbo, Guillaume Soro. Il a avoué qu'il a été, pendant toutes les années de cette rébellion, un pignon de Ouattara. C'est lui-même qui l'a dit. C'est Guillaume Soro même qui l'a dit. Gbagbo, quand il est revenu, il a reconnu lui-même. Il dit, j'ai pris le pouvoir dans des conditions de calamité, en 2000. En 2002, la rébellion a commencé. Il y a eu un coup d'État manqué. Donc,
ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est resté au pouvoir. Ce n'est pas lui qui a créé la rébellion. Mais vous avez parlé de Bédié. Mais d'accord, je suis d'accord, c'est lui qui a inventé le concept d'ivoirité. Et puis ça a commencé. C'est ça nos dirigeants. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il change complètement. Et c'est ça le problème. J'ai lu le président Abdoulaye Wade qui a écrit une lettre formidable. Et ça, je l'avais déjà écouté parce qu'en 2004, j'ai eu l'honneur d'interviewer l'ancien président Émile Diané Sissou, qui a dit pratiquement la même chose avec Wade. Wade conseille son ex-poulain, Macky Sall, pour dire lorsque vous êtes au pouvoir, il y a des extrémistes qui vous poussent et qu'il ne faudrait pas les écouter. Et c'est ce que peut-être Ouattara est en train de comprendre. La première rencontre qu'il y a eu entre Ouattara et Bédié, vous savez que les caciques du pouvoir, enfin, des deux côtés, ne sont pas informés. Ouattara n'a informé que son frère et sa femme. Même Achille n'était pas informé. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la partie dure, qui vous poussent à l'extrémisme. Et qu'est-ce que Ouattara dit? Il dit, attention Macky Sall, écoute-les très bien, mais n'applique pas ce qu'ils te disent. Je pense que c'est un conseil très sage. Et c'est une leçon que les présidents africains devaient s'approprier. Qu'est-ce que l'ancien président Mindessé me dit? Il dit après qu'il a subi le coup d'État, il revoit passer devant lui les erreurs qu'il a commises. À la minute d'après. C'est ça le pouvoir. Gbagbo n'est pas blanc. Mais je dis, le problème a commencé où? À partir du moment où Ouattara a pensé, il a goûté au pouvoir, à partir de 1993, il a dit, ah ça, maintenant je peux ravir la vedette à Bédié. C'est ça le vrai problème. Je ne dis pas que c'est bien ce que... Et le problème c'est où? Vous savez, nos peuples africains, nous ne sommes pas une nation. Bédié et Oufoué a commis des erreurs lamentables à Abidjan, en mélangeant tout. Mais c'est ça le réel problème. Parce que les autochtones ils ne se sentent pas libres. C'est ça le problème. Quand vous mélangez, chacun veut se sentir chez soi. Vous ne pouvez pas admettre que je débarque avec ma famille chez vous pour m'installer et vous m'invitez. Je vais vous ravir votre maison. Ça pose un problème, ne soyons pas hypocrites. C'est la réalité, en fait, monsieur. Et il faut régler ces questions-là. La CEDEAO, ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Quand le Nigeria se lève pour fermer sa frontière de façon unilatérale, vous trouvez que ça c'est normal? C'est ça le problème de nos dirigeants. Pour revenir à votre question, donc, monsieur l'AMC, vous avez été totalement en contradiction avec vos convictions, avec votre idéologie, et ça, ce n'est pas bien. Vous savez très bien, comme moi, qui est Ouattara et comment il fonctionne, comment il est l'un des maillons avec Macky Sall, pur et dur de ce système que nous combattons. Si vous êtes vraiment panafricain, moi je ne m'en revendique pas. Mais je dis, je suis souverainiste, je suis pacifiste, je veux le développement de l'Afrique. Donc, ces messieurs-là, plaise à Dieu que ça va se passer bientôt. D'ailleurs, vous savez que les années à venir, toutes les réponses aux questions, aux défis de notre monde seront vraiment spirituelles. Donc, on les attend. Pour revenir à votre question, moi, ça ne me gêne pas qu'un président nomme sa femme ministre. Et M. Téné Birahima Ouattara, il est citoyen ivoirien. Alors pourquoi? Parce que son frère est là, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que son frère est là, on ne va pas le nommer. Il a le droit d'être nommé. Et j'ai dit tout à l'heure que le dirigeant ne nomme que ceux en qui il fait confiance. Et il a été avec lui depuis, il est membre fondateur du RDR, il est son agentier secret, parce qu'il a fait les finances, le petit frère. D'abord, on l'appelle photocopie parce qu'il y a une très grande ressemblance entre les deux, physique. Donc physique, très physique. Donc il est, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est pratiquement son garçon, son de course, son carton, il lui fait énormément confiance. Et donc, même si demain, il décidait qu'il pourrait lui succéder, je ne trouverai pas d'inconvénient à ça, parce qu'ils ont dit ministre des affaires présidentielles. Et nous avions dit tout à l'heure les différents rôles. Affaires présidentielles, qu'est-ce à dire? Mais je vous ai dit tout à l'heure que ce monsieur est pratiquement le patron du renseignement. Il est dans tout, il est partout. Si Ouattara, c'est Ouattara qui a permis qu'il soit aux côtés de Bakayoko pour diriger certaines choses, pour voir clair dedans. Parce que vous savez, les relations entre Ouattara même et Bakayoko ne sont pas très, très solides. C'est plutôt Madame Ouattara
qui le copte, qui l'a copté et qui l'a pratiquement imposé, vous comprenez. Et donc Ouattara s'en méfie un peu parce qu'il le voit très ambitieux, très très ambitieux. Et il a pratiquement supplié pour le remplaçant de Amman Koulibaly, mais Ouattara n'en voulait pas, sinon il serait le candidat et il allait gagner. Il allait gagner parce que les autres partis de l'opposition étaient affaiblis financièrement et donc Bakayoko candidat, il aurait gagné. Il aurait gagné. Et Ouattara le sait. Son candidat de Ouattara dans ces conditions aurait gagné. Il n'y a rien à faire. Il aurait gagné. Alors, laissez-moi réagir. Parce que, vous savez, il y a des amalgames souvent dans... Nous allons parler on va avancer. Il y a des amalgames souvent dans des analyses qu'il faut éviter. Parce que vous ne pouvez pas dire le président des États-Unis d'Amérique... vous savez, le pion de l'impérialisme mondial, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais un président des États-Unis d'Amérique, il est bon pour les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce qu'il est bon pour nous? C'est la différence dans les analyses. Un chef d'État peut être bon pour son pays. Tout ce qui est bon, c'est son pays, c'est son peuple. Mais il détruit ailleurs. Mais attendez, il est élu par qui? Non, c'est pas possible. Non, laissez-moi. Le président est élu par qui? Mais le président est élu par ses citoyens, par ses concitoyens, par ses compatriotes. C'est bon pour la Côte d'Ivoire, mais je ne le prends pas comme... Mais il est bon pour la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas ivoirien. Vous m'avez attaqué, laisse-moi m'expliquer pour que les téléspectateurs m'écoutent au moins. Vous avez relevé une contradiction. Comme moi, j'ai fait une contradiction dans mes analyses. Oui. Mais vous n'êtes pas dans les mêmes tempos que moi. Vous n'êtes pas dans les mêmes analyses. C'est-à-dire que j'analyse, vous n'êtes pas en train d'analyser cela. Vous parlez de panafricanisme. Je suis un panafricain. Mais un panafricanisme va au-delà de son pays. La CEDEAO ne peut pas être construite si on n'a pas à la tête de nos États des panafricains. Ça va rester à l'état des institutions. On ne pourra pas avancer. Au-delà de votre pays, est-ce que c'est... Ouattara est un bon président pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez me laisser... Alors, c'est ça que j'ai toujours, c'est-à-dire qu'il faut faire des analyses spécifiques selon les pays. C'est important. On vous aura compris. Je ne suis pas en train de faire une analyse globalisante. Je suis en train de dire... Est-ce que Macky Sall est bon pour les Sénégalais? Pas du tout. Ah bon? Oui. Ah, mais ça, c'est mon analyse, moi. C'est mon analyse. Mais Ouattara est bon pour les Ivoiriens. Mais c'est ce que j'ai été démontré. Issoufou est bon pour les Nigériens? Mais pourquoi Lamine Cissé, merci de me laisser la police des débats. Nous allons parler des élections. C'est important parce que ce processus électoral-là, j'aimerais avoir votre lecture. Les élections législatives en Côte d'Ivoire, élections déroulées donc le samedi dernier, le samedi 6, si mes souvenirs sont bons. Déjà, il y a, comme qui dirait, des contestations puisque l'opposition revendique la victoire à ces scrutins-là, mais aujourd'hui, le régime aussi revendique la victoire à ces mêmes élections-là. Les résultats sont sortis au compte-gouttes. On sait qu'une grande partie a déjà été donnée, confirmée, mais il y a certains endroits, notamment à Bobo, où il y a des contestations et visiblement l'opposition se tient prête aujourd'hui à contester au besoin. Mais ça, c'est très bien. Ça veut dire que si chacun revendique la victoire, c'est que les élections sont plus ou moins bien passées. C'est que déjà, ce que j'aurais souhaité est qu'il y ait un parlement qui ne soit pas monocolore. Un parlement où on trouvera assez de représentants de l'opposition. FPI et PDCI, s'ils sont vraiment représentés à l'Assemblée nationale, ça va équilibrer la gouvernance. Moi, c'est ce que je souhaite. Alors, si, par exemple, vous allez dans une élection et que chaque parti dit que c'est moi qui ai gagné, parce que déjà, les résultats sortent localement d'abord, avant que la compilation se fasse. Donc, chaque ténor se base de ces résultats locaux. Alors, ce que j'aurais demandé est qu'il ne faut pas qu'il y ait changement entre la compilation local au niveau national. Il ne faut pas qu'il y ait des changements. Souvent, c'est les changements de PV se font à ce niveau-là. C'est tripatouillage. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter totalement. Mais sinon, pour sécuriser les élections, chaque ténor sait dans chaque endroit combien tu as gagné. Ils le savent, avec les PV, tout ça là, etc. Donc si de part et d'autre, chacun tire le droit de son côté, j'ai dit, bon, c'est de bon augure. Ça me donne un satisfaction pour dire, certainement, l'Assemblée générale sera représentative de tous les partis. Moi, c'est cette lecture que j'ai, quoi. Maintenant, tout en
tout en appelant, n'est-ce pas, à la CENI ou Sénat, je ne sais pas, la CEI, vraiment d'aller dans la transparence et de vraiment de proclamer les vrais résultats qui sont issus des urnes. Parce qu'en fait, c'est difficile de voler des résultats locaux, parce que les populations sont là, c'est telle personne qui a gagné ici. Si c'est proclamé ici, si vous changez de l'autre côté, c'est ce qui peut amener des conflits. Un appel à la transparence que vous partagez? Oui, absolument. Absolument, à la transparence. Je crois que, de façon globale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première élection apaisée et inclusive qu'on a vu en Côte d'Ivoire depuis 1995. C'est les élections présidentes, si ce n'est pas exclusion, contestée, violence et tout ça. Vous le savez, l'histoire ivoirienne est claire. Hier soir, la CEI a proclamé encore d'autres résultats. Il reste quelques bastions à proclamer, et c'est là où l'opposition estime qu'il a gagné, comme Yopougon avec 6 sièges. Nous avions aussi Makori avec 2 sièges et Port-Boué 2 sièges. Donc voilà, c'est celui-là. Il faut avouer que l'objectif du RDH, c'est d'avoir au moins 166 députés à l'Assemblée sur les 255, afin de pouvoir manœuvrer tranquillement. Voilà, mettre en œuvre le plan d'action du gouvernement tranquillement. Et les autres aussi estiment qu'ils ne vont pas laisser le pouvoir absolu à Ouattara. C'est pourquoi ils ont accepté de participer aux élections. Il y a aussi... tout le monde veut la paix aujourd'hui. Même Ouattara, il est très content aujourd'hui. Il est en train, la dernière fois, il a jeté comme ça après un conseil des ministres qu'il prépare un autre rendez-vous avec Bédié. Mais c'est très très secret, comme je l'ai dit, parce qu'il y a toujours des extrémistes de chaque côté qui disent non, n'acceptez pas. Seule condition que pose le président Bédié, c'est bon. Le Ouattara a accepté de discuter avec Gbagbo, ça va se faire. D'ailleurs, le ministre chargé de la réconciliation nationale a promis récemment d'aller rendre visite à Laurent Gbagbo, qui le mérite beaucoup. Et donc, il y a les spéculations qu'il pourrait rentrer prochainement en mars prochain. Ses partisans, on attend. Ouattara n'est pas contre son retour, pas du tout. Ce serait bon d'ailleurs pour lui, pour que son troisième mandat soit très apaisé. Il en a besoin. Aussi, le camp de l'opposition, puisque le PDCI, une fois encore, avec le pays, se sont mis ensemble pour aller, sauf quelques régions comme Gawa, où chacun est allé de son côté pour pouvoir battre, pour avoir la majorité au Parlement. Mais je ne pense pas que ça puisse marcher. Pourquoi? Parce que d'abord, ils sont affaiblis financièrement. Et deuxième chose, sur le terrain, et ils ont marqué leur absence. Ça fait que vous suivez la campagne de la mouvance dit, mais ceux-là, ils sont discrédités. Pour avoir boycotté les élections présidentielles passées, ils ne méritent pas. Les autres disent, ne laissez pas un pouvoir absolu, mais avec ce qui se dessine, je pense que le RHDP aura la majorité au Parlement. Et puis bon, qu'est-ce que les autres veulent? C'est ça, nos politiciens africains. Chacun veut manger, chacun veut un poste. Parce qu'ils sont en contradiction terrible. Vous boycottez l'élection présidentielle. Et dans les mêmes conditions, quelques mois après, 4-5 mois après, vous acceptez les élections législatives pour dire que vous ne voulez pas un pouvoir absolu. Le type, il a le pouvoir. Vous comprenez donc certains partis, notamment le mouvement de Guillaume Soro, qui a refusé de participer à ces législatives-là, sous prétexte, bien évidemment, du boycott de la présidentielle. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre? Rapidement, dernière question. Guillaume Soro, moi, je ne donne même pas de crédit à Guillaume Soro. Vous ne lui donnez pas de crédit, d'accord. Guillaume Soro, franchement, parce qu'il devait pouvoir être l'alternance ou l'alternative s'il n'avait pas une ambition démesurée, parce qu'aller s'agenouiller aux autres pour leur dire que je regrette, c'est parce que tu veux être président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas à un temps T mettre dans la tête des gens une autre conscience, et à un temps un autre T, c'est toi-même qui te dédouble. C'est-à-dire que tu vomis et tu prends tes vomissures. C'est extrêmement grave. C'est pas quelqu'un sur qui moi je tiens la fiabilité. Parce qu'il est jeune, dynamique. Au moment où il prenait les armes, les arguments qu'il avait prononcés, moi je dis, ça doit être à faire tard pour qu'en Afrique plus jamais ça. Ok? Quand il prend les armes. Quand il prenait les armes, c'est les arguments qu'il a dit. Parce qu'il était avec le Koulibaly, la paix à son âme. Et ensuite, il est allé... C'est Kadhafi. C'est entre
le Burkina Faso et Libye. C'est là où ils se sont armés. Donc quand on dit Alassane Ouattara a financé, non. Nous savons qui a financé. C'est Kadhafi et Blaise Compaoré. Il faut le dire. Mais il y a des... Leur base était en... Il y a des vidéos... Nous, on sait, on est au courant. On est sur le terrain. Il y a des vidéos où des gens ont appelé les noms, notamment de la Mais Soro n'a jamais accusé, Soro n'a jamais dit c'est Alassane Ouattara qui a financé les armes. Non. Alassane Ouattara n'a même pas cette puissance-là pour financer une arme à cette époque-là. Il ne peut pas. C'était l'aile politique. Ils coordonnaient leurs actions. Mais financement. Parce que Blaise Compaoré s'est senti menacé. Hein. Donc une responsabilité. Blaise Compaoré a dit c'est une déclaration. Mais on chassait les Ivoiriens dans leurs plantations qui fuyaient des milliers qui venaient Mais c'est une déclaration de guerre, ça. Tu penses qu'il va rester indifférent à cela? Et Kadhafi. Le sort de Guillaume Soro, n'est-ce pas aussi, je dirais, la volonté affichée du président Alassane Ouattara de continuer à maintenir soit sa propre personne à la tête de l'État, soit un candidat tout lisse qu'il pourra contrôler? Oui, le cas de Guillaume Soro a été évoqué récemment. C'est ça qui ralentit encore la prochaine rencontre entre Bédié et Ouattara. C'est-à-dire, Bédié estime qu'il faut discuter avec Guillaume Soro. Guillaume Soro, Ouattara, ils savent ce qui est entre les deux. Mais pour nous, peuple, je pense qu'il a joué un rôle funeste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en déclenchant cette rébellion. Parce que c'est la violence. Moi, je refuse toute ingérence. Kadhafi n'avait pas le droit. Compaoré n'avait pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes de la Côte d'Ivoire. Ça ne se fait pas. Vous imaginez, moi, en tant que Béninois, que le Nigeria estime qu'il est fort aujourd'hui et pour des raisons, qu'il ait raison ou pas, nous envahit ici ou bien alimente une rébellion, je combattrai ça de toutes mes forces. Parce que la violence, quand ça commence, on ne sait où ça finit. Ceux qui sont morts, ils ont des parents qui pleurent aujourd'hui. Je vous ai dit, des parents pleurent parce que leurs jeunes, leurs enfants sont en prison. Toujours. Arrêtés au domicile de Bédié. En ce moment. Et c'est ça, nos politiciens. Ils manipulent la jeunesse. Ils les traitent dans la violence et après, ils les abandonnent. Ils vont faire... Vous avez suivi, avant sa maladie, Bakayoko, donner conseil. Il dit, quand nous nous insultons là, vous ne savez pas si le soir, on se rencontre pour dîner, pour saper du vin ou du champagne. Bakayoko l'a dit publiquement. Donc, attention à la violence. C'est ça qu'il est question. Donc, Guillaume Soro, pour moi, c'est un violent, c'est un guerrier. Et moi, je ne peux pas cautionner cela. Il a ce qu'il mérite. Vous avez peut-être raison parce que je me rappelle le jour où je suis souvent en Côte d'Ivoire, je connais bien. Ouattara n'a pas réussi la réconciliation. Ça, vous l'avez oublié. Il n'a pas réussi la réconciliation. Et tout le monde, même Alpha Blondy l'avait dit, qui le soutient d'ailleurs, que la réconciliation a échoué lamentablement. Et donc, je me rappelle quand il a prononcé ce discours pour dire qu'il n'allait pas se représenter à un troisième mandat. Quand il est sorti, il s'est adressé à ses acolytes, donc et Soro et Gonkoulibaly et Bakayoko dit maintenant vous pouvez être candidat, y compris Soro. Maintenant vous pouvez être candidat. Mais comme vous l'avez dit, il avait trop d'ambition, voilà. il a raté. On vous aura compris, c'est un appel à la paix que nous partageons. Nous pourrons donc clôturer cette émission avec. Vous êtes Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Face à vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt pour notre numéro de votre émission. Merci.